Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir aussi nombreux et nombreuses pour assister à ce webinaire sur OrthoPro. On a fait Ortho Édition beaucoup de promotions sur ce produit. On en a beaucoup parlé dans les boutiques éphémères qu'on a lancées parce que c'est un produit sur lequel on a beaucoup misé et sur lequel on croit beaucoup. On va vous le présenter ce soir, plus précisément Émilie Kéry, qui est juste à ma droite. Moi, je vais vous présenter un petit peu les aspects techniques et financiers après l'intervention d'Émilie, qui vous parlera de tous les domaines, tous les exercices, comment ça marche. Si vous avez des questions pendant que Émilie ou moi parlons, je vous propose de les mettre dans le chat et on les passera un petit peu en revue après que Émilie a parlé pour faire un bon indicatif. Tout d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour découvrir OrthoPro. Donc, le but de cette soirée, ça va être de vous montrer ce matériel et toutes les possibilités qu'il va offrir dans nos prises en soins. Car pour pouvoir utiliser un produit correctement, il faut connaître toutes ces possibilités afin de l'adapter au mieux aux besoins de nos patients. Donc, avant de vous montrer tous les modules un par un, j'aimerais donc que vous pouvez voir sur l'écran. J'aimerais d'abord vous parler des principes sur lesquels je me suis basée pour créer donc OrthoPro. Donc, tout d'abord, le premier critère qui était extrêmement important à mes yeux était que ce soit un outil qui soit totalement personnalisable. Donc, j'aime beaucoup dire que c'est du sur-mesure pour nos patients. C'est-à-dire qu'en permanence, quand j'ai créé cet outil, j'ai vraiment pensé à tous les patients qu'on pouvait avoir, mais également aux troubles associés qu'ils pouvaient rencontrer, comme par exemple une hémianopsie, une hémiplégie, les patients daltoniens, les patients avec une aphasie. Donc, vous verrez, je vous présenterai toutes les subtilités qu'il peut y avoir lorsqu'on paramètre les modules. Mais on le sait aussi, quand c'est personnalisable, ça veut aussi dire un outil qui, des fois, prend beaucoup de temps à mettre en place parce qu'on doit rentrer tous les critères. Et donc, il a été aussi important pour moi de permettre aux orthophonistes de gagner du temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait déjà un certain nombre de niveaux qui soient pré-paramétrés, ce qui permettrait à l'orthophoniste de pouvoir gagner du temps tout en pouvant modifier tous les paramètres. Donc, pareil, on va vous montrer au fur et à mesure dans la soirée comment on peut modifier certains paramètres et quels sont les niveaux qui sont déjà prédéfinis. Ensuite, autre option qui était importante pour moi, c'était les envois à domicile. Donc, tous les exercices que vous allez voir ce soir, vous pouvez soit les faire au cabinet avec vos patients, vous pouvez également les faire sur tablette et vous pouvez également les envoyer à domicile. Et c'est vous qui choisissez le paramétrage et vous avez ensuite tous les résultats de vos patients que vous pouvez enregistrer dans le dossier du patient. Et enfin, c'était l'élément le plus important pour moi. Je souhaitais que chaque fonction puisse être mobilisée de façon spécifique en essayant de limiter au maximum les interactions, mais également les répercussions des autres fonctions qui potentiellement peuvent être également touchées chez ces patients. Et la grosse nouveauté, c'est que je voulais qu'une fois que ces fonctions fonctionnent mieux, on puisse, dans un second temps, apporter un peu plus de complexité à la tâche et ajouter d'autres fonctions qui puissent être mobilisées en même temps. L'idée, c'était de retrouver un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours, à savoir que lorsqu'on a une fonction qui est mobilisée, elle est rarement mobilisée toute seule. On a rarement juste de la flexibilité ou juste de la mémoire. Et en même temps, si on propose uniquement ce type de tâche dès le début, s'il y a plein de fonctions qui sont mobilisées, c'est trop difficile pour le patient. On va donc pouvoir mettre en place une vraie progression dans l'entraînement. On va passer d'un entraînement plutôt analytique avec des tâches spécifiques et contrôlées à un entraînement plus fonctionnel et plus écologique. Donc, pour pouvoir vous y retrouver un petit peu plus, regardez, je vais vous montrer donc la fonction cible. Pour chaque module, elle est en gras. Donc, par exemple, pour Safari, la fonction principale, ce sera l'attention. Pour Paris, ce sera la vitesse de traitement. Pour la plongée, on va retrouver 3 fonctions qu'on va devoir choisir de façon spécifique. Pour la jungle, ce sera la flexibilité. Et le Maroc, ce sera la planification. Donc, en gras, vous avez vraiment la fonction principale. Ensuite, quand vous voyez le plus ou moins, suivi des mots en italique, ce sont les fonctions qu'on peut ajouter, qui vont venir complexifier la tâche initiale. Donc, par exemple, on verra pour Paris, on peut ajouter de la flexibilité, de l'inhibition ou les deux, la jungle, de l'attention divisée, la mémoire auditive ou l'inhibition. Et enfin, pour le Maroc, on peut ajouter des consignes qui vont mobiliser la mémoire prospective. Pour chaque module, vous allez dans un premier temps devoir choisir la fonction que vous souhaitez mobiliser. Ensuite, vous allez choisir le paramétrage de l'exercice.
Ensuite, les cibles, puis les musiques, si vous souhaitez enlever la musique, par exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer directement à découvrir le module Safari. Donc, Safari, il est dédié à l'attention. Donc, les différentes études ont montré que l'entraînement était efficace quand c'était un entraînement spécifique versus les protocoles aspécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver ici l'axe d'intensité et de sélectivité en se basant sur le modèle de Van Zomeren. Donc, on va avoir la vigilance, l'attention soutenue, l'attention sélective et l'attention divisée. Donc, l'orthophoniste déjà choisit le type d'attention qu'elle souhaite travailler. Donc, imaginons on souhaite travailler la vigilance. Vous allez retrouver tout en haut les 10 niveaux pré-paramétrés. Donc, si on clique sur le niveau 1, on va voir les différents paramètres. Donc là, on va voir que c'est une durée de 5 minutes. Le délai de réponse sera de 6 secondes. Et la fréquence des réactions sera entre 40 et 60 secondes. Donc ça, c'est aussi une particularité que j'ai voulu pour plusieurs modules. Je voulais que les cibles n'apparaissent pas de façon très mécanique et très régulière à un certain nombre de secondes très précises, parce que finalement, c'était peu écologique et le patient, à force de s'entraîner, il allait percevoir que la tension qui allait avoir une cible, par exemple, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, et finalement, le patient peut commencer à mettre en place des stratégies où il est moins attentif parce qu'il a remarqué qu'il y avait ce rythme régulier. Donc là, l'orthophoniste, elle choisit une fréquence d'apparition et de façon aléatoire, l'ordinateur va choisir dans ce paramétrage quand apparaît la cible. Si on prend par exemple le niveau 10, là on est sur une tâche qui est pré-paramétrée avec 25 minutes d'entraînement, un délai de réponse de 3 secondes et des fréquences de réaction entre 90 et 240 secondes. Donc pour rappel, la vigilance, c'est une tâche attentionnelle qui va être très longue, on peut vraiment l'estimer même en plusieurs heures, et on va avoir très peu de cibles. Donc, ce n'est pas l'entraînement le plus marrant pour le patient. Néanmoins, c'est une des fonctions les premières à rééduquer quand le patient il a des troubles, notamment en phase aiguë. Alors, imaginons que vous souhaitez lancer cet entraînement, mais vous n'avez pas 25 minutes en cabinet. Et c'est là où vous pouvez, du coup, juste modifier un critère. Donc, par exemple, on peut s'entraîner que pendant 10 minutes en séance. Et après, on peut envoyer au patient le même exercice, mais pendant 25 minutes. Et donc ensuite, dans tous les axes, dans toutes les tâches de vigilance, d'attention soutenue, d'attention sélective et d'attention divisée, on va vous demander de choisir des cibles. Donc ce que je vous propose là, en fois 1,5. Je vais couper le Donc ce que je vous propose, on va voir toutes les cibles. Vous allez d'abord avoir 3 axes attentionnels. Le premier axe attentionnel, ça va être sur la route. Ensuite, le deuxième axe, ça va être sur le tableau de bord. Et le troisième axe, ça va être au niveau auditif. Pour chaque axe attentionnel, vous avez 3 cibles possibles. Donc, si on reprend la route, vous pouvez avoir des animaux. Donc là, vous voyez, quand on parlait de personnaliser, vous pouvez tout à fait définir si certains animaux ne sont pas accessibles à vos patients. Imaginons votre patient au niveau visuel, vous savez que les animaux qui sont trop petits ne va pas les voir. Vous pouvez les décocher pour vous adapter à ses capacités. Ensuite, vous allez avoir les soigneurs et les panneaux de vitesse. On va vous montrer les consignes juste après. Au niveau du tableau de bord, vous allez avoir à nouveau 3 cibles possibles, l'essence, la batterie de l'appareil photo et le choix du trajet. Et enfin, au niveau auditif, vous allez avoir également 3 cibles possibles, le bruit des animaux, le bruit du talkie-walkie et les informations sémantiques. Donc là, par exemple, si vous avez un patient qui a une aphasie qui ne peut pas traiter du sémantique, je vous invite à décocher tout simplement cette option. Et il pourra bel et bien avoir une attention en modalité auditive sans être impacté par les troubles sémantiques. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire écouter à votre patient avant les sons des animaux, notamment le zèbre, où je pense qu'on va être nombreux à découvrir le bruit que fait le zèbre. Voilà, ça c'est plus ou moins une scie. C'est le bruit des zèbres. Donc là, je les ai tous mis. Évidemment, vous n'allez pas forcément mettre toutes les cibles. C'est vous qui allez choisir selon ce que vous souhaitez travailler. L'idée, là, c'était de vous montrer les consignes. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir les consignes qui vont apparaître devant le patient, uniquement des cibles que vous avez les sélectionnées. Là, moi, j'ai tout sélectionné. Donc, c'est assez intuitif. Quand vous voyez un animal, le patient va devoir cliquer sur l'appareil photo. Lorsqu'il voit un soignant, il va devoir le saluer en appuyant sur le klaxon. Lorsqu'il voit une direction, ça va clignoter sur le volant pendant quelques secondes. C'est une des informations sur le tableau de bord la plus difficile à percevoir. Donc, le patient va vraiment devoir guetter si la flèche clignote ou pas. Et ensuite, quand il a le panneau, c'est lui qui va devoir choisir si on va à gauche ou à droite, selon évidemment la flèche qui clignotait auparavant.
Quand il va voir les tableaux, donc ça c'est sur la route, des tableaux de vitesse, donc 1, 2 ou 3, il va devoir cliquer sur la bonne vitesse dans le temps imparti. Ensuite, au niveau auditif, s'il entend un animal, il doit le guetter en appuyant sur les jumelles. S'il entend le talkie-walkie, il va devoir répondre au talkie-walkie en cliquant dessus. Et enfin, les passagers vont parler, donc ça c'est les informations sémantiques, le guide et les passagers parlent, et donc de temps en temps, certains demandent à s'arrêter. Donc la plupart du temps, c'est juste pour commenter le safari, et de temps en temps, on comprend qu'ils souhaitent s'arrêter ou faire une pause, et donc il faut arrêter la voiture. Enfin, sur le tableau de bord, on avait donc les flèches et les deux autres informations possibles, ça va être l'essence. Donc, quand ça arrive dans le rouge et uniquement dans le rouge, on doit faire le plein d'essence. Et pareil pour la batterie de l'appareil photo. Quand ça arrive dans le rouge et uniquement dans le rouge, on va devoir cliquer dessus pour le recharger. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est… Alors, j'essaie de revenir en arrière. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, pour ces deux informations-là, on peut être prévenu, c'est-à-dire qu'on voit la jauge d'essence et d'appareil photo qui diminue au fur et à mesure. Donc, c'est intéressant de voir si le patient met en place des stratégies parce qu'il sait que ça va bientôt arriver. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'attention soutenue. L'attention soutenue, ça va être le même principe. Vous choisissez le niveau. Donc, imaginons notre patient, il a un bon niveau. On choisit le niveau 10. Par contre, on peut imaginer qu'il a une hémiplégie, donc il est plutôt lent pour répondre. Donc, on va augmenter les temps de réaction. D'accord? Et ensuite, on va nous demander de choisir les cibles sur lesquelles il va devoir porter attention. Donc, on peut décider qu'il va devoir réagir à tous les éléments sur la route, sauf peut-être les animaux qu'on juge trop petits. On peut lui demander de faire attention aussi à tout ce qui est auditif et on enlève, par exemple, les informations sémantiques si on sait qu'il ne peut pas traiter les informations verbales. Et ensuite, vous allez soit lancer l'exercice, soit créer une passation maison. Donc, on va imaginer qu'on va faire une création maison et je vais prendre le mail de Quentin. C'est Dacie, d'abord. Ouais. Non, c'est Quentin. Il y a un point entre Quentin et Dacie. gmail.com, comme ça tout le monde a mon email. Une petite déclaration. Et donc, on peut choisir, par exemple, quand on envoie aussi de choisir des dates précises. Donc ça, on peut imaginer, le patient, il n'est pas là pendant tout l'été et on souhaite quand même qu'il maintienne l'entraînement. On peut choisir des phases d'entraînement avec des niveaux différents. Donc là, je vais laisser Quentin s'entraîner quand il veut. Et donc, on verra tout à l'heure, parce que je le ferai un autre exercice pour Quentin. Mais on vous montrera le type de mail qu'il va recevoir. C'est vraiment un mail où il y a juste un lien. Il n'y a pas besoin de mot de passe. Il n'y a pas besoin de créer un compte. Il clique sur le lien et il lance l'exercice. Et nous, automatiquement, on reçoit les résultats. Pareil, on vous montrera dans d'autres modules comment vont se présenter les résultats sous forme de graphisme. Je reviens à Safari. Donc, on arrive. Donc, l'attention soutenue, c'est une attention où vous allez voir que là, la fréquence des cibles va être beaucoup plus élevée. C'est un exercice où on estime entre 20 et 25 minutes. Il n'y a pas vraiment de consensus clair sur la durée maximale. Tu veux que j'en lance un, c'est ça? Ouais, que ce soit plus concret. Je pense. Alors, on va vous lancer un premier niveau. Je préviens avant que Émilie lance que quand on est en visio comme ça, le nombre d'images par seconde est un peu plus faible. Donc, vous allez peut-être avoir des petits décalages. Non, c'est très fluide. Là, on est sur un exercice qui est en 3D, mais vous risquez d'avoir un petit décalage d'images par seconde. OrthoPro, ça s'adapte sur tous les ordinateurs, c'est-à-dire que moins l'ordinateur est puissant, moins vous avez d'images par seconde. Mais globalement, il y a peu de gens qui ont des ordinateurs de plus de 10 ans de nos jours, mais ça marche sur tout. Ça marche aussi sur tablette. Tout à l'heure, je vous montrerai rapidement. Voilà, je relaisse la parole à Hugo. Alors, on va lancer l'exercice. Donc, toutes les consignes sont affichées avant. Gardez en tête que vous pouvez également retrouver les consignes pendant l'exercice. Donc, on met pause et le patient, s'il ne se souvient plus de ce qu'il faut faire, il peut retrouver toutes les informations. Donc là, si on lance Safari, alors j'ai pas vu un animal, il y avait un zèbre, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, désolée, je regardais l'écran de Quentin. Donc il y a eu un zèbre sur la gauche. Alors là, on voit la flèche à gauche. Donc vous voyez, quand je dis que c'était l'information très difficile à voir, c'est celle qui est très intéressante, notamment en attention divisée. Donc là, on voyait qu'il fallait tourner à gauche et quand le panneau arrive, on sélectionne la bonne direction. Là, on voit à nouveau la flèche à gauche. Je ne sais pas si tout le monde avait bien vu qu'il fallait du coup tourner à gauche. Donc
Donc là, je l'ai mis en attention divisée, hein, c'est-à-dire que si on regarde la route alors que la flèche à ce moment-là clignote, évidemment, on passe à côté de l'information. Donc l'idée, c'est bel et bien de prendre en compte les 3 axes attentionnels. Là, j'ai mis de l'audio, j'ai mis la route et j'ai mis le tableau de bord. Le tout avec une fréquence d'apparition plutôt élevée. On voit que tu as perdu un petit peu d'essence et de batterie sur ton téléphone. Ouais. Ça, c'est très intéressant. On va voir les patients qui vont justement, en effet, guetter les jauges et qui vont du coup mettre en place des stratégies. Alors, il y en a des fois, justement, ça va être justement quelque chose de plutôt négatif parce qu'ils vont être complètement focus sur la jauge d'essence ou l'appareil photo, alors que c'est un animal qui va apparaître parce que c'est complètement. Donc là, on voit qu'on peut faire le point. On recharge l'appareil photo. Je pense que là, on a bien vu. Je pourrais bien aller voir un animal en plus. Je relance juste avec les animaux. Ouais, non, tu veux qu'on en relance un avec les animaux, non? Donc, juste maintenant, je vous présente l'attention sélective. L'attention sélective, la particularité, c'est que vous allez devoir choisir dans un premier temps les cibles sur lesquelles l'attention du patient doit porter. Donc, imaginons, on souhaite qu'il fasse surtout attention au tableau de bord. Et dans un second temps, vous allez devoir choisir les distracteurs. Donc là, le but, c'est justement un peu de venir piéger le patient. Il va avoir des cibles qui vont venir le distraire et lui, il doit rester extrêmement concentré. Donc là, vous voyez, on va avoir les consignes uniquement qui portent sur le tableau de bord et pas du tout sur la route parce que justement, les informations qui vont apparaître sur la route, on doit ne pas en tenir compte. On doit plutôt les inhiber. Précise, vous pouvez décider de ne pas mettre la musique. Bon, elle est géniale la musique, donc moi je conseille de la mettre. Il y a un animal. Bah oui, mais justement, on ne doit pas faire attention aux animaux. Non, mais je le signalais, c'est pas utile. Donc là, on revoit un zèbre et justement, ça ne nous intéresse pas. On doit se focaliser uniquement sur le tableau de bord. Et justement, là, on voit qu'il y a la flèche à droite qui clignote. Donc, du coup, si on était trop focalisé sur le zèbre, on ne va pas voir cette information. Donc là, on voit un éléphant. Et donc, ensuite, pour l'attention divisée, cette fois-ci, la particularité, c'est que vous allez devoir choisir au minimum 2 sources attentionnelles. Donc, parmi les 3 possibles, vous pouvez aussi choisir les 3 sources attentionnelles. Donc, voilà pour Safari. Ensuite, on va passer donc, au module préféré de Quentin, qui est Paris. Parce que je suis parisien. Oui, voilà. Donc, Paris, c'est pour travailler l'attention à la vitesse de traitement. Donc, je vous montre à l'intérieur, vous allez avoir 5 jeux différents qui vont avoir chacun leur petite subtilité que je vais vous présenter. Donc, d'abord, l'étoile filante. Donc là, on voit bien ce que je vous ai précisé au tout début. Soit on choisit de travailler uniquement la vitesse de traitement et on va choisir pas d'ajout. Imaginons votre patient, vous travaillez la vitesse de traitement depuis un petit moment, il a bien progressé et vous souhaitez maintenant le challenger un petit peu et complexifier la tâche. Vous pouvez choisir de rajouter de la flexibilité, de l'inhibition ou encore pour une tâche encore plus complexe, mais également un petit peu plus écologique, les 3 fonctions en même temps. D'accord? Donc, on va commencer, nous, sans ajout. Donc là, l'idée, ça va être de réagir vite. La vitesse de traitement, c'est pour améliorer les temps de réaction de nos patients. Donc, à nouveau, on voit si le paramétrage nous convient ou pas. On choisit si on veut lancer le jeu sans condition de fin, c'est-à-dire que c'est l'orthophoniste qui l'arrête quand elle le souhaite. Vous pouvez également choisir un nombre d'items précis ou une durée en secondes précise. Ensuite, c'est ce que vous disiez, Quentin, on peut choisir d'enlever les sons, par exemple quand c'est correct ou incorrect. Alors, je vous conseille quand même de garder les sons quand c'est incorrect, notamment pour avoir un feedback pour le patient. Mais on peut, par exemple, enlever la musique si on a peur que ça distrait un petit peu le patient. Et enfin, si vous le faites sur tablette, vous pouvez demander à avoir le clavier virtuel. Donc, celui-ci, ça va être une information qui va être centrale. Vous allez devoir répondre avec gauche ou droite. Le but, c'est que vous allez avoir des étoiles filantes dans ce ciel parisien et le patient doit le plus rapidement possible dire s'il voit l'étoile filante aller vers la gauche ou vers la droite. Gauche, droite. Là, je vais faire exprès de me tromper pour vous montrer les résultats. Donc, je vous montre les résultats. Vous voyez, on va avoir un graphisme qui va apparaître. Donc, en vert, on va avoir le nombre de bonnes réponses. Donc, on a également le pourcentage. Là, les 50% de bonnes réponses.
Mais on va également avoir les absences de réponse, donc le patient n'a pas réagi, donc là c'est oui. On va avoir également les mauvaises réponses, donc là c'est quand j'ai réagi dans mais je me suis trompée. Ces résultats, vous allez pouvoir, j'enlève la musique, ces résultats, vous allez pouvoir les sauvegarder dans le dossier patient. Donc c'est très intéressant, notamment si vous voulez faire la même tâche régulièrement. On peut imaginer par exemple les 5 dernières minutes. Oui, on peut couper en effet le son qui valide ou invalide les réponses. Mais du coup, en l'occurrence, quand c'est une mauvaise réponse, je vous conseille quand même de le garder parce que pour donner le feedback au patient qui s'est trompé, c'est quand même assez intéressant. Mais si vous souhaitez, vous pouvez enlever la musique, le son correct et le son incorrect. Et donc, pour revenir au résultat, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le faire un peu en monitoring. Donc, je garde un même niveau et je le propose à chaque séance. Et grâce à ce graphisme, même le patient voit ses progrès. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir voir la distinction entre les absences de réponse et les mauvaises réponses. Les mauvaises réponses, on peut imaginer que c'est plutôt le patient qui a été précipité, qui s'est trompé ou qui n'a pas compris. L'absence de réponse, c'est peut-être le signe que le patient ne lui a pas laissé suffisamment de temps de réaction. Ça peut être intéressant d'allonger un petit peu le temps. Donc, par exemple, quand celui-ci va bien, on peut décider d'ajouter de la flexibilité. Cette fois-ci, les étoiles, vous allez faire attention à la tour Eiffel. C'est-à-dire que si la tour Eiffel est allumée, ça va être exactement la consigne qu'on vient de faire avant. Est-ce que l'étoile se déplace à gauche ou est-ce que l'étoile se déplace à droite? Par contre, si attention, la tour Eiffel, elle est éteinte, là, le patient va devoir dire si ça apparaît du côté droit de la tour Eiffel ou est-ce que ça apparaît du côté gauche de la tour Eiffel, indépendamment du sens de la direction de l'étoile filante. Donc, on ne va pas tous les montrer. L'idée, c'était de vous les présenter. En inhibition, ça va être la même chose que le module le premier, sans ajout. Mais sauf que cette fois-ci, si vous avez 2 étoiles filantes en même temps ou si elle est d'une autre couleur, il ne faut surtout pas réagir. On va avoir entre 10 et 20% des cibles qu'il faudra inhiber. Et enfin, inhibition plus flexibilité, vous avez les 2 consignes en même temps. À la fois tenir compte de la tour Eiffel, est-ce qu'elle est allumée ou éteinte et ça change la consigne, et également tenir compte des réactions qu'on ne doit pas avoir. Donc, on arrive au préféré de Quentin, qui est l'éclairage. On retrouve le même fonctionnement, c'est-à-dire soit sans ajout, on va être seulement dans la vitesse de traitement. Donc, hop, cette fois-ci, vous allez avoir des immeubles. Alors, on va peut-être le lancer uniquement en flexibilité pour commencer. Hop. Donc, les immeubles, cette fois-ci, vous voyez un immeuble qui est à gauche, un immeuble qui est à droite. Vous allez avoir une lumière qui va s'allumer du côté droit ou du côté gauche. Si la tour Eiffel est allumée, il va falloir dire si c'est dans l'immeuble de gauche ou dans l'immeuble de droite. Si par contre la tour Eiffel est éteinte, il faudra dire si ça se trouve sur la colonne de gauche ou la colonne de droite de l'immeuble, indépendamment de si c'est l'immeuble de gauche ou l'immeuble de droite. Du coup, Quentin, est-ce que tu veux un petit peu t'entraîner ou pas? Ouais, ça ne me fera pas de mal. C'est ton préféré? Je cherche à impressionner personne. Hein. Donc là, elle est éteinte du côté, voilà. Oups. C'était pour tester les mauvaises réponses. Bon, ça marche. Donc, la petite précision, vous l'aurez remarqué, je pense, c'est que pour toutes les consignes avec flexibilité, la consigne reste pendant le jeu. Donc, ça, à nouveau, c'est pour essayer d'éviter d'empêcher les patients qui ont des troubles amnésiques de pouvoir faire l'exercice parce qu'ils ne se souviennent plus qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est allumé, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est éteint. Donc, dès qu'il y a de la flexibilité, la consigne, elle est visible dans le jeu. Si je reviens à mes différents modules, donc on a vu que le premier, c'était droite et gauche de façon assez centrale. L'éclairage, vous allez pareil avoir une réponse droite et gauche, mais de façon beaucoup plus excentrée. Donc au départ, ce module, il n'a pas été pensé pour ces patients, mais je me suis rendu compte qu'il était extrêmement pertinent pour les patients avec une hémianopsie, parce qu'ils vont vraiment être obligés d'aller faire un balayage à l'extrémité gauche et l'extrémité droite. Donc ça peut être intéressant de garder en tête que soit ça peut être un entraînement spécifique pour eux, ou à l'inverse, si ce n'est pas possible encore pour eux d'avoir ce balayage, aller plutôt sur l'étoile filante qui est plus centrale. Ensuite, donc, vous allez avoir le feu d'artifice. Cette fois-ci, vous allez avoir les 4 directions, donc un petit peu plus difficile, donc au bas, droite et gauche. Vous retrouvez le même principe, soit il va falloir montrer très rapidement de quel côté pointe la flèche. Si vous allez en flexibilité, vous allez devoir tenir compte de la couleur. Donc, si cette fois-ci, vous allez avoir une flèche bleue, je vous montre la consigne. Si la flèche est bleue, vous allez devoir montrer dans quelle direction va la flèche. Si par contre, elle est jaune, vous allez devoir me donner son sens de déplacement. Donc là, elle pointe vers le bas.
Là, elle se déplace à droite. Là, elle se déplace en bas. Là, elle pointe à gauche. Elle descend vers le bas. Elle descend. Elle pointe à droite. Et ainsi de suite. Je me permets de passer sur une des remarques qui est là de Nathalie. Merci Nathalie pour ta remarque. Effectivement, là, c'est allé assez vite, mais on a lancé pour l'instant des niveaux plutôt difficiles. Il faut savoir qu'on peut prendre les niveaux 1 qui sont paramétrés et on peut encore rallonger les temps. Donc, si vous avez des patients un peu âgés pour qui il faut aller vraiment lentement, bah, c'est possible pour tous. On rallonge les temps intercibles, on rajoute les temps de réaction. On peut monter jusqu'à 6 secondes, il me semble, pour certains, et 6 secondes, c'est même plus haut, il me semble. Ça peut être vraiment très bon. Je laisse reprendre. Et donc ensuite, on va avoir inhibition et flexibilité. Pardon, je ne sais plus où j'en étais. L'inhibition, c'est la consigne de base, sauf quand elle est rouge, il faut indiquer la direction contraire. Et après, on peut avoir donc, du coup les deux qui se cumulent, inhibition plus flexibilité. On arrive au module bateau. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus difficile parce que ça ne va pas être avec les touches directionnelles, mais ça va être avec les chiffres 1, 2, 3. Donc, cette fois-ci, vous allez avoir des bateaux sur la Seine. Vous allez avoir une question et le patient doit dire si c'est le bateau qui est dans l'arche 1, dans l'arche 2 ou dans l'arche 3. Donc, vous allez à chaque fois avoir une barque, une vedette et un bateau mouche. Donc là, par exemple, on nous demande quel est le bateau, où est le bateau bleu. Donc là, le bateau bleu il est en deuxième position, enfin dans l'arche 2, le 1, là le 3, et ainsi de suite. Donc j'accélère un petit peu parce qu'il y a beaucoup de modules et j'aimerais tous vous les présenter. Mais à nouveau, on va retrouver ensuite avec flexibilité. Donc cette fois-ci, il y aura également des numéros sur les bateaux. Donc soit il faudra tenir compte du numéro du bateau ou du numéro de l'arche. Vous allez avoir l'inhibition. Cette fois-ci, c'est les bateaux qui vont avoir une petite bouée rouge. On ne devra pas répondre. Et puis les deux cumulés. Enfin, on va avoir en rythme, où là, l'idée, ça va être pareil, de réagir assez rapidement et d'envoyer des… peut-être, je ralentis un peu, non? Ouais, ralentis-moi un petit peu. Si vous voulez, je vais vous montrer même plus lent. Donc, cette fois-ci, vous allez devoir envoyer à droite ou à gauche, selon les consignes, des formes qui vont apparaître. Donc là, vous voyez, dès qu'on voit un carré, vous pouvez l'envoyer côté gauche. Voilà, donc là, vous avez compris le principe. On peut encore plus rallonger. Quand on va avoir de la flexibilité, vous allez avoir cette fois-ci deux consignes, une à droite, une à gauche, une qui va porter sur la forme, une qui va porter sur la couleur. Quand c'est de l'inhibition, vous allez avoir ce qu'on vient d'avoir, par exemple, un carré, sauf par exemple les rouges. Et enfin, quand vous avez inhibition et flexibilité, vous allez avoir les deux, donc deux consignes, une sur les formes, une sur la couleur, et une des deux aura ensuite un critère qu'il faudra tenir compte pour ne pas mettre. Ensuite, on va dans le module plongée. Donc, plongée, vous allez avoir trois fonctions. Donc, à nouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir choisir savoir quelle fonction on va utiliser dans un premier temps. Donc, on va avoir par exemple la mise à jour. Dans la mise à jour, vous allez avoir trois exercices. Je vais vous en présenter un. On va avoir la mémoire à court terme. Et enfin, vous allez avoir la mémoire de travail en modalité visuelle, là, avec 7 exercices différents. Je peux peut-être rappeler ce que c'est la mise à jour, parce que moi, je n'étais pas tout à fait à l'aise avec cette notion quand tu me l'as présentée. Donc, tout à fait. On va commencer par la mise à jour. Donc, la mise à jour, le but du patient, ça va être de garder en mémoire des informations, mais ces informations vont être modifiées au fur et à mesure. Donc, le patient va devoir réactualiser les informations qu'il va avoir en tête. Donc, à nouveau, comme dans Safari, vous allez trouver cette durée intercible et également la durée du jeu, qui est très intéressante parce que la durée du jeu, alors je vous invite à ne surtout pas le montrer au patient parce que le patient, il ne sait jamais combien de temps va durer l'exercice. Donc, par exemple, dans cet exercice, il va devoir mémoriser les 2 derniers animaux qu'il va voir ainsi que les 2 derniers sons entendus. Évidemment, il ne sait pas combien de temps va durer en tout l'exercice. Sinon, ce serait trop simple. Si le patient il sait que ça dure 3 minutes, pendant les 2 premières minutes, il peut ne pas trop se concentrer et après se concentrer uniquement à la fin. Là, le but, c'est que le patient ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ce que je vais vous montrer pour tous, vous allez devoir choisir les cibles. Alors, les cibles, l'idée, c'est que ça peut être varié et ludique pour les patients, mais nous, en tant qu'orthophonistes, je vais vous montrer, elles ont leur spécificité. Soit le patient va devoir mémoriser les sons entendus. Donc là, on va être en modalité auditive.
soit vous allez avoir deux informations visuelles qui vont être très centrales. Ça va être la couleur des bouées. Donc, de temps en temps, le nageur, il va avoir une bouée qui apparaît devant lui. Il va évidemment éviter la bouée et il va prendre du coup une direction. Il va aller par exemple à droite, à gauche, en haut ou en bas. Donc, ces deux informations, elles apparaissent au niveau central. Donc, c'est assez intéressant, notamment pour les patients qui peuvent avoir des difficultés de repérage ou de balayage. C'est plutôt ces cibles-là que vous allez privilégier. La différence entre les deux, la direction prise, je me suis rendu compte que ça pouvait être difficile pour les patients qui ont des difficultés visio-spatiales. Donc, c'est très intéressant de le garder en tête. Soit ça peut être justement un travail pour eux, soit justement, vous allez éviter ce type de cible. Beaucoup de patients, quand ils voient la bouée et on doit l'éviter, ils vont avoir du mal à comprendre si en fait le personnage elle est à droite ou elle est à gauche du fait de leur difficulté visio-spatiale. On va également avoir deux cibles qui peuvent apparaître n'importe où, donc moins centrées que les bouées et les directions. On va avoir les animaux marins et vous allez avoir les coquillages. Donc, je pense que vous l'aurez repéré, il y a une différence entre les deux. Le premier, ce sont des animaux qui sont plutôt quand même connus, même si on ne connaît pas le nom exact. En tout cas, on peut essayer de les nommer, de les dénommer pour s'en souvenir, alors que vous voyez, le coquillage, c'était fait exprès. Moi, je voulais une catégorie où, à moins d'être un expert en coquillage, c'est très difficile de savoir comment ça s'appelle. Et donc, évidemment, vous allez voir qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement mobiliser la boucle phonologique avec les animaux, là où les animaux, on va beaucoup plus être dans la mobilisation du calepin visio-spatial. C'est vraiment les informations visuelles qui vont nous aider à nous en souvenir. Autre information importante, on ne demande pas au patient de pouvoir les dénommer à la fin. On ne va pas lui demander de dire ce qu'il a vu. Ce seront également les mêmes images et c'est le patient qui va devoir pointer ou désigner les bonnes images. Donc, pareil, ça permet aux patients qui ont des difficultés sémantiques de pouvoir faire quand même l'exercice. Donc, par exemple, dans cet exercice, si on choisit le niveau 4, on va devoir mémoriser les 3 derniers animaux. On va choisir les animaux parce qu'ils sont assez sympathique, mais il ne sait pas combien il va en avoir en tout. Donc, on ne va pas faire l'exercice en entier parce qu'il est assez long. On va le lancer pour que vous puissiez voir un petit peu comment visuellement, comment c'est. Donc là, l'idée, c'est que le patient, il doit garder en tête les 3 derniers animaux. Il ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Donc là, les 3 derniers, donc c'était en effet poisson, porc épic, dauphin et poisson, porc épic. Vous en avez 2 autres, j'ai peur d'être en retard, mais donc le principe est le même, c'est de travailler la mise à jour. Donc bel et bien cette actualisation des informations en mémoire. En mémoire à court terme, ça va ressembler un peu à un film. L'orthophoniste, elle va choisir le nombre d'items qui vont apparaître durant la séquence. Le patient va devoir regarder la séquence et ensuite, on va lui demander 2 questions qu'il ne saura pas avant. Les questions ne seront pas données au début de l'exercice. La première question, ça va être combien de... et là, l'ordinateur va prendre au hasard une cible parmi la catégorie que vous avez choisie. Donc, par exemple, combien de poissons porc épic vous avez vu durant cette plongée. Donc là, si on prend l'exemple juste avant, il y en a eu 3, mais ça aurait pu être combien vous avez vu de requins. Et là, il faut répondre 0, donc toujours en désignant. Il y a les réponses qui sont écrites. Et on aura également une question qui va parler de l'ordre. Et donc là, ce sera toujours soit sur les 3 premiers, soit sur les 2 derniers. Donc, par exemple, si vous choisissez qu'il y a 8 éléments qui vont apparaître dans la plongée, on ne va pas poser des questions sur quel était le 5e ou le 6e, mais vraiment sur les premiers et sur les derniers, tout simplement parce qu'on est aidé par l'effet de primauté et l'effet de récence qu'on observe chez les patients. Et enfin, la mémoire à court terme. Donc là, vous avez 7 exercices différents où vous allez dans un premier temps devoir mémoriser. Alors, attendez, on va prendre le niveau 4, par exemple. Vous allez devoir mémoriser une association. Donc là, par exemple, quand vous verrez une bouée rose, il faudra aller à gauche. Si la bouée, elle est verte,
ou bleu, il faudra aller en haut. Si jamais la configuration ne vous plaît pas, vous pouvez à chaque fois la changer ici. C'est assez intéressant parce que comme c'est l'ordinateur qui génère de façon aléatoire les consignes, des fois l'ordinateur est très sympathique et il met les 3 couleurs dans la même direction, ce qui pour nous n'est pas du tout intéressant. Donc là, si on se lance, si jamais on se trompe, donc je me trompais en allant à droite, la réponse va apparaître qui va nous mettre en façon à memoriser l'information, continuer l'exercice. Vous l'avez remarqué, ça fait partie des configurations possibles. Dans celui-ci, les bouées n'apparaissaient pas de façon régulière. Vous avez des niveaux qui sont plus faciles où ça va apparaître par exemple toutes les 3 secondes et des paramétrages comme celui-ci où ça peut apparaître 3 secondes comme 10 secondes plus tard. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est beaucoup moins mécanique. C'est beaucoup plus difficile pour le patient de mettre en place des stratégies et devoir garder 10 secondes l'information en tête ou 3 secondes, c'est évidemment pas le même travail et le même coût cognitif. Donc, vous verrez ça aussi dans les paramétrages selon le niveau que vous choisissez. Je vais en prendre un autre, mais par exemple, imaginons celui-ci. Donc là, niveau 4, on voit que, vous voyez, vous allez avoir une cible au hasard entre 3 secondes et 10 secondes. Mais si on veut un niveau un petit peu plus facile, vous voyez, là, ça apparaît de façon très régulière toutes les 5 secondes. Donc ça, c'est plus facile pour le patient. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup en mise à jour, c'est-à-dire que je le propose souvent seulement avec 5 ou 10 items. Le patient s'entraîne et une fois qu'il a terminé, je vais relancer une nouvelle association et donc il va devoir mettre à jour justement les informations qu'il avait tout à l'heure. Donc là, par exemple, on va lancer l'exercice, il va faire 10 bouées et ensuite, il va avoir une nouvelle consigne, par exemple celle-ci, et donc il va devoir inhiber ce qu'il avait mémorisé à présent et pouvoir remémoriser de nouvelles informations. Donc là, il y en a 7, on ne va peut-être pas tous les montrer. C'est le même principe, on est dans la mémoire de travail. Alors, on arrive à la jungle. Donc la jungle, son module, c'est un module qui va travailler la flexibilité. Donc vous allez retrouver 4 types d'exercices différents. Le premier, les toucans, vous allez avoir une réponse, je vais vous le montrer, droite et gauche. Les singes, ça va être haut et bas. Les perroquets, donc là, ça se complexifie, on va avoir les 4 niveaux. Et la course dans la jungle, pardon, les 4 directions. Et la course dans la jungle, là, on va avoir les 4 directions, mais surtout, c'est en 3D. Donc, vous allez voir qu'au niveau, pour le patient, en termes de coût cognitif, c'est un peu plus difficile parce que les cibles vont apparaître de façon plus progressive. Donc, le temps d'appréhension de la cible est un petit peu plus long. Le fait d'être en mouvement aussi, c'est plus difficile pour le patient. Donc, le toucan, pareil, imaginons, on prend le niveau 4. Donc, vous allez devoir répondre par gauche ou droite selon la forme du toucan. Donc, quand le toucan a le bec ouvert, vous allez devoir dire est-ce qu'il est sur l'arbre de droite ou est-ce qu'il est sur l'arbre de gauche. Si par contre le toucan a le bec fermé, vous allez devoir dire s'il regarde à droite ou s'il regarde à gauche. Donc, on va essayer de le lancer. Quentin, t'essayes ou pas? Allez, je me remets. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il est sur l'arbre de gauche. Et donc, vous voyez bien la consigne, elle apparaît en bas et que vous faites l'exercice avec la J'en profite pour une petite précision. Si jamais la consigne n'est pas assez claire pour une raison X ou Y, que vous soyez avec un patient en langage écrit ou un patient adulte et vous trouvez que la consigne écrite ou la retranscription que vous en faites n'est pas assez claire, il va y avoir, on a quasiment terminé, une petite vidéo pour chaque module et chaque sous-module qui va présenter l'exercice. Donc, les éléments importants sont mis en gras avec des exemples. Comme ça, le patient pourra comprendre visuellement avant même d'avoir commencé l'exercice. Je laisse reprendre sur jungle. Voilà. Et donc, jungle, une fois que imaginons le patient a bien progressé, c'est là où on va pouvoir apporter à nouveau cette complexité dans la tâche pour répondre un petit peu plus aux exigences de la vie de tous les jours, parce que évidemment, la flexibilité est rarement, voire jamais mobilisée toute seule. Et donc, pour le toucan, vous allez avoir de l'attention divisée. C'est-à-dire qu'en plus de devoir gérer
les toucans, vous allez devoir guetter un crocodile. Et dès que le crocodile ouvre la bouche, vous allez devoir appuyer sur la touche espace. Donc moi, j'adore vraiment proposer aux patients la comparaison entre une fonction isolée simple, où il va bien progresser, et à un moment, il va très bien y arriver, ça va devenir facile. Et après, quand on rajoute d'autres fonctions, pareil pour Paris, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, j'aime beaucoup pour Paris le proposer aux patients qui sont très précipités, parce que je le fais d'abord en vitesse de traitement pur, où souvent, ils sont très performants, ils sont très bons, parce que c'est des patients qui sont rapides. Et après, je leur demande, à leur avis, si j'ajoute une tâche d'inhibition ou de flexibilité, est-ce qu'ils vont garder les mêmes temps de réaction? Est-ce qu'ils vont devoir prendre plus de temps? Et souvent, pour tout le travail métacognitif, c'est extrêmement intéressant de montrer une même tâche ou juste en changeant un petit détail qui va mobiliser une fonction en plus, mais on se rend compte que c'est pas du tout le même coût cognitif pour le patient. Et ça, pour après, le transfert dans la vie de tous les jours, c'est vraiment important de les confronter et de les habituer, notamment en métacognition, aux stratégies qu'ils vont mettre en place, à la difficulté d'une tâche selon les fonctions qui vont être mobilisées. Donc, je vous montre pour le crocodile. On doit guetter le crocodile tout en disant chaque mouvement, depuis il regarde à droite, puis il regarde à gauche, il est sur l'arbre de droite, il regarde à gauche. Pour l'instant, on a de la chance. Je suis tellement focalisée sur le crocodile. Là, il veut pas. Là, il est intimidé. Et donc là, il a faire la bouche. J'ai un patient une fois, il me dit oui, mais moi, la droite et la gauche, je n'y arrive pas très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les singes. Donc là, cette fois-ci, c'est haut et bas. Donc, c'est à peu près le même principe. Vous allez avoir deux types de singes différents. Selon la couleur du singe, vous n'allez pas avoir la même consigne. Donc, si vous avez un petit singe clair, vous allez devoir dire s'il se tient sur ou sous la branche. Si par contre, vous avez un singe qui est foncé, vous allez devoir dire s'il est sur la branche du haut ou sur la branche du bas. Donc lui, il est sur la branche du haut. Il se tient en dessous de la branche. Il se tient au-dessus. Il se tient au-dessus. Il est sur l'arbre du haut. Il est toujours sur l'arbre du haut. Et ainsi de suite. Et donc, celui-ci, pareil, une fois que le patient a bien progressé, on va pouvoir charger un petit peu. Et donc là, moi, c'est celui que mes patients me disent souvent, ça représente vraiment leur difficulté dans la vie de tous les jours. C'est que souvent, ils mettent un peu leurs œillères pour être complètement focalisés sur l'exercice. Là, la tâche qu'on va pouvoir ajouter, c'est une tâche en mémoire auditive. Donc, le patient va devoir être obligé de porter attention au bruit qu'il entend. En l'occurrence, vous allez avoir des cris d'animaux. Alors, on donne les catégories, c'est soit un singe, soit un félin, soit un oiseau. Et à la fin de l'exercice avec les petits singes, on va lui demander combien il a entendu de cris pour chaque espèce. Donc, il ne pourra pas complètement mettre ses œillères, justement, mais il va devoir faire attention également au bruit environnement. Et ça, c'est souvent quelque chose qui gêne beaucoup les patients. Et pareil, je trouve ça très intéressant de leur montrer la différence entre une tâche plutôt pure et isolée. Et quand on ajoute une autre tâche par-dessus, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, eh bien, on va voir que ce n'est pas les mêmes stratégies qu'on peut mettre en place et que surtout, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il est en dessous. Donc là, on entend un oiseau. On entend un petit singe. Imaginons l'exercice s'arrête, donc il veut dire qu'il a entendu un singe et un oiseau. Ensuite, le perroquet, celui-là, pareil, je ne vais pas vous les montrer pour pas trop retarder la présentation. Donc, cette fois-ci, on aura les 4 directions. Vous allez avoir des déplacements de perroquets et des déplacements de grenouilles. Les perroquets, vous allez devoir dire dans quel sens ils se déplacent. Est-ce qu'ils vont vers la droite? Est-ce qu'ils vont vers la gauche, en haut ou en bas? Là où les grenouilles, vous allez devoir dire sur quel morceau d'arbre ils se trouvent.
Donc, je vous montre quand même l'exemple rapidement. Donc, les papillons, on ne fait rien, il n'y a aucune consigne, c'est plutôt pour perturber un peu le patient. Donc là, vous voyez, la grenouille, elle est sur l'arbre à gauche. Donc, on dit qu'elle était à gauche. Le perroquet, lui, s'est déplacé vers la droite. La grenouille, le piège, c'est qu'on a envie de dire qu'elle est allée en haut, alors qu'en fait, il faut dire sur quelle branche elle se trouve. Donc là, la branche, c'est celle du haut. Là, c'est celle du bas. On a envie de dire qu'elle va à droite parce que c'est le type de réponse qu'on va envoyer pour le perroquet. Donc là, il s'est déplacé. À celui-ci, vous allez pouvoir ajouter une tâche d'inhibition. Et le dernier, la course dans la jungle. Donc, je vais laisser Quentin s'entraîner. Tu veux quel niveau? Oh bah, je suis en public, mais tu peux, pour pas impressionner tout le monde, disons 5. 5 quand même. Ouais. Donc là, en fait, Quentin, c'est en 3D, c'est plus difficile parce que c'est en mouvement et c'est ce que je vous ai dit, les cibles vont apparaître de façon plus progressive, comme ça apparaît réellement quand on est en mouvement et en déplacement. Et donc, selon la couleur, soit des panneaux, soit des animaux, il va devoir savoir s'il va dans la même direction ou dans la direction opposée. Donc, à nouveau, la consigne va lui être proposée dans un premier temps et on va la retrouver également pendant l'exercice. Donc, vous voyez, s'il croise un perroquet rouge, il va devoir prendre le même chemin que lui. Donc, s'il est au-dessus de la branche, il faut aller au-dessus. S'il est en dessous de la branche, il faut aller en dessous. Par contre, il faut faire la direction opposée s'il est jaune. Et pour les pancartes, si la pancarte est claire, il faut prendre le même chemin. Mais si la pancarte est foncée, il faut prendre le chemin opposé. C'est parti. Alors, je vois que sur mon écran, c'est un peu plus lent sur la visio. C'est très fluide en vrai, mais là, le nombre d'images par seconde est assez élevé, donc ça se ressent même moins bien sur la vidéo, mais en vrai, je vous rassure, la pixelisé, c'est pas beaucoup. Donc le premier perroquet, je suis allé dans la même direction, le deuxième dans la direction B. Certains ou certaines pourront trouver un petit lien ludique avec une application et vous allez voir que vos jeunes patients, à mon avis, pourraient être très à l'aise. Ils ont l'habitude de se. Voilà, j'espère que ça ne fait pas trop d'informations. Et donc, du coup, hop. Et donc, celui-ci, on peut rajouter après une tâche d'inhibition. Et enfin, le dernier module, enfin le dernier pour le moment, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train d'être créés. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé, mais l'idée, c'est de faire évoluer la plateforme par rapport aux besoins des orthophonistes, mais également par rapport aux dernières découvertes, aux nouveautés, parce qu'on est quand même dans un domaine qui bouge beaucoup avec des études régulières. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir enrichir et d'apporter des réponses adaptées pour les orthophonistes. Pour le prochain, je vais vous montrer, ça va ressembler à ça, ça va être le décor de base. En fait, l'idée, donc là, ça va être pour travailler la planification. Vous allez être dans un souk marocain. Chaque stand va correspondre à un jeu qui va correspondre à une fonction. Donc là, ça va être un exercice extrêmement écologique et qui va répondre à une vraie plainte des patients, à savoir la planification, notamment la gestion du temps. Donc, son but, c'est qu'il va devoir essayer de gagner un maximum de points dans un temps imparti et il aura un ensemble de consignes à respecter. Le nombre de consignes et la difficulté des consignes, c'est évidemment l'orthophoniste qui va choisir. Il y aura par exemple des consignes d'obligation. Par exemple, il sera obligé de commencer par le stand 2 ou alors il sera obligé de faire l'item 1 dans tous les stands. Et ensuite, c'est le patient qui décide par quel stand il commence, combien d'exercices il va faire dans chaque stand, à quel moment il sort, à quel moment il rechange de stand. Et ce qui va être très intéressant, c'est que c'est lui qui va devoir choisir le niveau pour chaque stand. Évidemment, plus le niveau est élevé, plus c'est difficile et plus il gagne de points. Donc, je trouve ça aussi très intéressant au niveau métacognitif que le patient puisse jauger de finalement, est-ce que c'est plutôt pertinent de viser un niveau un peu plus faible, mais qu'il est sûr de réussir, mais il n'aura pas beaucoup de points, ou un niveau très difficile qui va peut-être perdre beaucoup de temps et finalement, il ne va peut-être pas gagner beaucoup de points. Et ensuite, il y aura un ensemble de consignes, des consignes d'interdiction, des consignes au niveau de l'organisation. Par exemple, on va peut-être lui dire qu'il y a un stand qui va fermer 10 minutes avant les autres. Donc moi, cet exercice, quand je le propose à mes patients, je leur donne même une feuille et un petit temps de planification avant de lancer l'exercice. C'est-à-dire qu'il a les consignes sous les yeux et avant que le chronomètre ne se lance, je lui laisse complètement la possibilité de marquer par écrit par quoi il va commencer, par quel stand, quels sont les items les plus importants et ainsi de suite. Il aura l'heure qui va s'afficher
en haut à droite. Et c'est là où on va pouvoir ajouter la mémoire prospective. Donc, pour rappel, la mémoire prospective, c'est la mémoire dite intentionnelle, donc la mémoire des choses à faire. Donc, ça aussi, c'est une plainte très régulière de nos patients. On n'a actuellement aucun matériel qui travaille cette mémoire prospective. Donc là, par exemple, on a deux types de mémoire prospective. Il y a la mémoire prospective par rapport au temps. Donc, c'est par exemple, on cuit nos pâtes et on sait que dans 9 minutes, il faut les égoutter, mais on ne peut pas mettre le chrono. On se dit, c'est pas grave, j'arriverai à checker le temps, je saurai quand les égoutter. Et en fait, on oublie. Donc là, le patient, il aura le même type de consigne. Tu n'oublies pas, toi? Systématiquement, ça me parle. Je suis très mauvais donc là, par exemple, le patient, il saura qu'au bout de 10 minutes, il va devoir faire une action. Il aura un petit téléphone portable. Donc, par exemple, ce sera au bout de 10 minutes de jeu, vous devrez appeler l'hôtel pour confirmer la réservation, par exemple. Ou alors, 5 minutes avant la fin, il devra penser à appeler sa fille. Et donc, il devra se rappeler de quand le faire et de quoi faire. Donc ça, c'est le premier type de mémoire prospective. La deuxième, c'est plus par rapport à une situation. C'est par exemple quand on sait qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas à quel moment. Donc par exemple, moi, je me dis, je sais que quand je verrai Quentin la prochaine fois, il faut que je lui demande quelque chose et finalement, je le vois et je rentre chez moi et je me rends compte que j'ai oublié de le faire alors que pourtant, je l'avais bien en tête. Donc là, le patient, il va avoir des actions à réaliser, par exemple quand il voit un guide, parce qu'il y aura des petits personnages évidemment qui vont se promener dans ce marché. Donc on aura donc cette mémoire prospective qui sera mobilisée dans ce module. Et je quitte le partage. Je reprends très rapidement le partage. Tu avais fini, c'est OK pour toi? Je pense que j'ai terminé. Je vous montre juste ce dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, Émilie m'a envoyé une passation. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça peut ressembler. C'est très facile. Vous voyez que votre patient va recevoir ce type de mail. Donc, on ne peut pas trop se tromper. On accède sur le seul lien qui est disponible. Et là, on voit toutes les passations. Vous pouvez avoir envoyé plusieurs exercices en même temps pour une semaine, un mois, un an ou juste une période indéterminée. S'il lance, il va revoir les consignes. Donc, il peut se les rappeler à la maison. Il n'a pas besoin de s'en souvenir. Ah oui, qu'est-ce que je devais faire? C'était quoi l'exercice? Je ne vous la montre pas parce que la Émilie vous l'a déjà montré. Et je vous propose... je reprends les questions dans l'ordre. Donc, la première question, je la rappelle, c'était celle de Julia. Est-ce qu'on peut couper le son qui valide ou invalide la réponse? La réponse était oui. On peut couper ou la réponse qui valide, pardon, ou celle qui invalide, ou les deux, plus la musique. La deuxième question, je te laisse répondre un petit peu pour varier, c'est celle de Katia. Est-ce qu'on sait à quel paramétrage les résultats correspondent? Notamment, je pense qu'à ce moment-là, on était sûrement sur les passations. À la fin de ton exercice, est-ce que tu as le résumé de tout ça ou si ton patient joue à domicile? Oui, on a le résumé. Tout à fait. Oui. C'est bon, on est un peu d'interaction, mais c'est raté. Mais... Il me teste. Oui, ouais. Oui, on l'a. Oui, bien sûr, on retrouve le module, la fonction qui a été ciblée, le paramétrage, et après, donc, les résultats pour pouvoir évidemment soit proposer la même chose ou soit, en effet, adapter selon les résultats. Prochaine question, une question assez pertinente de Nous Perdons pour Gagner org. Déjà, merci pour le travail de conception. La personne nous demande quel est l'intérêt scientifique de ces entraînements sur la vie quotidienne des patients. C'est une question plutôt sur les preuves pertinente. C'est hyper intéressant parce que justement, quand je me suis lancée dans la création de ce matériel, je me suis évidemment intéressée aux preuves scientifiques qu'il y avait qui montraient notamment, alors c'est beaucoup l'attention qui a été étudiée et qui montrait qu'en effet, il y avait une amélioration, mais malheureusement, souvent, il y avait une limite au niveau du transfert dans la vie de tous les jours. Il y avait une amélioration des résultats au niveau des bilans, ce qui est déjà bien, mais en effet, ce n'est pas notre objectif. Et donc, c'est pour ça, justement, que j'ai beaucoup insisté là-dessus au début, en préambule et un peu tout le long de la présentation, parce que j'ai essayé de réfléchir à pourquoi il n'y a pas, du coup, forcément ces transferts. Alors, déjà, d'un point de vue personnel, je pense que ces outils sont couplés à, évidemment, d'autres types de prise en charge, notamment la métacognition. On sait que c'est quand même un travail essentiel dans les fonctions exécutives et essentiel pour, justement, obtenir une généralisation et un transfert. Donc, évidemment, ce type d'outil n'est pas utilisé seul, mais surtout, c'est là où moi, j'ai voulu apporter cette complexité dans les tâches parce qu'en effet, ces fonctions, quand on les travaille de façon isolée, c'est nécessaire pour, au niveau de la neuroplasticité. On sait, ça fait partie des principes fondamentaux pour développer cette neuroplasticité. Mais en effet, dans la vie de tous les jours, on se retrouve assez rarement avec ce type de tâches avec une seule fonction qui est mobilisée.
D'où la volonté d'apporter de la complexification à ces tâches et de pouvoir mobiliser plusieurs fonctions en même temps pour finalement retrouver des situations de vie assez similaires où en effet on doit gérer quelque chose en visuel et en même temps on nous parle et en même temps on doit mémoriser ce qu'on a vu ou mettre à jour ce qu'on avait en tête et ainsi de suite. Donc voilà, ça n'avait pas été encore fait sur les autres plateformes. Donc moi j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va permettre justement une amélioration dans la vie de tous les jours parce qu'on aura des situations beaucoup plus similaires à ce qu'on a dans le quotidien. Évidemment, par exemple, on le voit dans Maroc, c'est pas non plus des modules qu'on peut faire d'emblée s'il y a déjà plusieurs fonctions déficitaires. C'est ce que je vous ai expliqué aussi au début. La planification, c'est une tâche complexe qui nécessite de la flexibilité, de l'inhibition, de la mise à jour, de la mémoire de travail. Donc, imaginons un patient qui a déjà plusieurs de ces fonctions qui sont pathologiques. Si on le met tout de suite dans une tâche certes très écologique et certes très fonctionnel, il va être complètement en échec. Et c'est aussi pour ça que dans un premier temps, on doit aussi pouvoir proposer des tâches spécifiques et ciblées voilà, dans un premier temps. J'espère que j'ai répondu. Bon, en tout cas, moi, ça m'avait l'air clair. Prochaine question, c'est celle de Maryse. Merci Maryse. Est-ce que c'est possible sur smartphone? C'est moi qui vais répondre. Techniquement parlant, oui, mais je le déconseille. Les environnements sont super riches. On voit que visuellement, il se passe beaucoup de choses. Safari, Paris, vous l'avez vu. À la limite, plongée. Ça va marcher techniquement parlant. C'est-à-dire que le téléphone va être assez puissant, le site est responsive, comme on dit, mais nous, on le déconseille. Hein. On déconseille vraiment PC ou tablette. Ça marche vraiment très bien sur les tablettes. Et comme Élie l'a souligné tout à l'heure, sur les tablettes, il y a un clavier virtuel. Donc, on peut répondre à toutes les questions, même à la maison. C'est possible. Prochaine question de Chloé. Est-ce qu'il est possible de modifier les couleurs pour les patients daltoniens? Non, c'est pas possible. Par contre, en effet, j'ai fait attention à ce qu'il y ait toujours des options autres pour pouvoir faire l'exercice. Donc, par exemple, quand on prend la plongée, en effet, il y a cette bouée. Si le patient est daltonien, je le sais parce que mon papa est daltonien et il m'a servi de cobaye, il ne peut pas le faire. Mais c'est pour ça qu'il y a à la fois les animaux, les coquillages qui sont neutres au niveau de la couleur, les directions et on a également les sons. Donc, on a quand même 4 autres cibles possibles, ce qui fait que le patient pourra tout à fait s'entraîner à l'exercice malgré s'il est daltonien. Nathalie qui nous demande comment se situe ton matériel par rapport à Cogniplus, que je ne connais pas. Tu connais Cogniplus? Cogniplus, moi je ne l'ai pas parce que je n'ai pas pu me le fournir. Comment il se situe? Pour moi, c'est différent dans le sens où justement il y a cet apport en plus de pouvoir combiner des fonctions entre elles. Peut-être que ça rejoint maintenant, finalement, la question n'a plus lieu d'être par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est que jusqu'à présent, les outils qu'il y avait étaient vraiment sur une fonction spécifique qui est nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas du tout une critique et on sait qu'on a besoin d'avoir ce type de support relativement pur pour une fonction pour pouvoir qu'elle se développe. Mais en effet, après, on va avoir un peu cet écueil de se dire, oui, mais bon, dans la vie de tous les jours, le patient, finalement, il n'arrive pas forcément à utiliser les stratégies qui marchaient bien en cabinet parce qu'on le met dans une situation finalement assez royale. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de distracteur, il ne va pas avoir finalement des fois d'informations qu'il va devoir inhiber ou ainsi de suite. Enfin, il y a une seule fonction à travailler. Donc ça, c'est vraiment nouveau par rapport à toutes les autres plateformes, parce qu'il n'y a pas que Cogniplus, il y en a d'autres. Donc voilà, j'espère répondre à la question, mais moi, je pense sincèrement que pouvoir mettre en place une vraie progression dans la complexité de la tâche est une étape nécessaire une fois que la fonction isolée a bien progressé. Là, la question suivante, c'est Delphine, y a-t-il un intérêt prouvé de l'entraînement de ces fonctions chez les enfants? C'est vraiment une bonne question. Je pense que là, pour l'instant, on ne va pas avoir beaucoup d'éléments à fournir parce qu'il y a eu, il me semble, parce que je ne suis pas non plus à la tête de la recherche scientifique, mais pas beaucoup d'études sur ce genre sur ce genre de support, sur des périodes intensives, sur des enfants, surtout que, effectivement, il y a des questions qui sont liées à l'exposition des écrans et à l'âge de ces enfants. On peut penser, en dehors des écrans, qu'évidemment, entraîner l'attention et la mémoire chez les enfants, c'est pertinent. Via une plateforme, on ne va pas inventer d'études qu'on aurait vues. Je ne sais pas si toi, tu en as vu chez les enfants. Non, puis alors pour être honnête, moi je travaille qu'avec des adultes en neurologie, donc c'est vrai que je suis pour le coup pas forcément au fait par rapport à ça et je l'ai développé pour une prise en charge adulte en neurologie. Voilà, donc si jamais vous ou quelqu'un d'autre, vous avez des éléments à nous fournir de ce côté-là, n'hésitez pas.
Et effectivement, toi, tu l'as pensé plus pour, enfin, en tout cas, tu l'as pensé en euros. Nous, dans les tests, il y a beaucoup de nos collègues orthophonistes testés notamment avec des patients adolescents. Donc voilà, je vous inviterai à le faire et à nous transmettre ou voir quelques articles scientifiques. Je vais passer rapidement, parce que ça fait déjà un tout petit peu plus d'une heure, à la suite, notamment sur les éléments techniques. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat, mais histoire de pouvoir vous libérer. Une petite précision sur les résultats. Quand vous aurez passé beaucoup de résultats, au bout d'un moment avec votre patient, vous aurez des graphiques, ce qui vous aidera à avoir des progressions sur le court, moyen et long terme. Une semaine, un mois, un an. Est-ce que mon patient, finalement, je lui ai fait passer ça tous les jours pendant un mois, pendant un an? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value? Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi la possibilité sur chaque exercice de ne pas enregistrer les résultats. On ne vous l'a pas montré ici. Voilà, votre patient n'était pas bien ce jour-là, il était malade, il était distrait, la consigne n'a pas été comprise. On n'est pas obligé d'enregistrer chaque passation, ou les passations peuvent être supprimées pour des raisons X ou Y. De toute façon, vous gardez la main du début à la fin. Je vous présente rapidement les aspects financiers pour OrthoPro, si jamais vous étiez intéressé. Je vous montre la fiche produit qui est déjà disponible sur OrthoÉdition depuis quelques heures. Donc, le produit, il fonctionne avec et sans abonnement. Au début, on ne voulait faire qu'avec de l'abonnement. On sait qu'OrthoÉdition n'a pas un historique très fort d'abonnement, mais voilà, c'est un produit qui est, je pense, vous l'aurez vu pendant cette heure-ci, très ambitieux. Donc, le modèle de l'abonnement nous semblait pertinent pour pouvoir continuer à l'améliorer dans le temps. On l'a fait beaucoup tester, et notamment, grâce à vos retours, chers collègues, on a aussi proposé une formule sans abonnement, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Donc, soit on s'abonne au mois. Si on s'abonne à l'année, on a moins 20%, donc on passe à 12 € par mois. Si on est à un seul mois, ne serait-ce parce que vous voulez tester, vous êtes à 15 € par mois. Vous êtes à l'aise avec l'outil, vous savez qu'il vous plaît, que vous allez l'utiliser, vous pouvez le prendre à l'année. Vous n'êtes pas à l'aise avec la notion d'abonnement parce que vous ne voulez pas vous abonner pour une action qui vous est personnelle. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez acheter seulement le jeu par licence, c'est-à-dire par domaine. Donc voilà, vous avez vu Jungle avec ce que vous avez présenté, Émilie, vous avez pris un mois, vous savez qu'il n'y a que Jungle qui vous intéresse vis-à-vis de votre patientèle, et bien vous pouvez l'acheter à l'unité. Vous savez que tout vous intéresse, vous n'avez pas envie de prendre un abonnement, et bien vous pouvez prendre les 4 licences d'un coup. Voilà, comme ça, vous serez plus refacturé chaque mois et vous aurez les 4 domaines en illimité. Par contre, avec les licences, vous n'aurez pas les futures mises à jour. Quand je dis les mises à jour, c'est qu'évidemment, s'il y a des bugs sur la plateforme, tout ça, ce sera corrigé. Vous aurez les mises à jour qui concernent les domaines achetés. Avec l'abonnement, vous aurez les futures mises à jour, dont le Maroc qu'on voit ici, qui est à venir, et toute la suite qui a été pensée.